Oui, je sais qu'il est là, bon ça va, arrêtez, on s'est compris. On a vu que le premier dessin animé Astérix, Astérix le Gaulois, avait été conçu par les studios Bellevision dans le dos des auteurs qui ont été mis devant le fait accompli et qui les a fortement déçus. Alors ils ont décidé de prendre en main la suite, mais malgré tout de la laisser aux studios Bellevision. Et le résultat était bien plus qualitatif à tous les niveaux sauf un. Celui de Goscinny et d'Uderzo, qui avaient de très grandes exigences et qui donc n'étaient toujours pas satisfaits. Ils avaient ressenti le besoin d'être encore plus sous le contrôle. Et avoir un studio externe, peu importe son implication et son intention de bien faire, c'est retrouver être un frein à l'ambition des créateurs. Alors il restait plus qu'une chose à faire. Créé en 1973, c'est-à-dire 7 ans après la sortie d'Astérix et Cléopâtre, le studio Idéfix est né de la volonté de Goscinny et d'Uderzo de pouvoir superviser en France le développement de leurs propres dessins animés français, Bellevision étant belge, et du constat qu'il n'existe plus aucun studio d'animation dans l'Hexagone depuis la fermeture du studio Les Gémeaux en 1952, ruiné par La Bergère et le Ramoneur, film qui sera remonté bien plus tard pour devenir Le Roi et l'Oiseau. En ouvrant un studio parisien, Uderzo et Goscinny pouvaient désormais se lancer dans leur aventure cinématographique telle qu'ils l'entendaient. Du coup, plus question de rusher des productions en un an, le studio va prendre à cœur de prendre son temps, recruter des jeunes en école d'art, les former sur des longs projets. Malheureusement, puisque le studio est si strictement piloté par Goscinny, il ne survivra pas à son décès qui arrivera très vite, trop vite, en 1978, soit 5 ans après son ouverture. Ce qui fait qu'il n'en sortira que 2 longs métrages d'animation. Le deuxième, c'est La Balade des Dalton, et le premier, naturellement, c'est les 12 travaux d'Astérix. Et ce qu'on constate immédiatement après le logo du studio, qui est une parodie du fameux logo MGM, c'est l'attention portée aux détails dans les décors, ce qui faisait défaut dans les 2 premiers dessins animés, puis une mini-séquence qui tire profit du média qu'est l'animation. Une blague qui brise le 4e mur. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas? Ah bon? Bon ça va, baissez les mains, je vais faire les présentations. Et un gros plan sur Astérix qui montre un style d'animation plus fidèle à la BD, où les traits de crayon sont bien visibles, sans pour autant être trop gros. Cancel culturisé. Allez hop, ça dégage. On n'en est pas encore à 3 minutes du début du dessin animé et on constate qu'il a déjà énormément plus d'ambition que ses prédécesseurs. Le scénario, affranchi des contraintes d'une BD d'origine qui n'existe pas, il s'en donne à cœur joie. Sur la suggestion d'un centurion romain que nos héros sont en réalité des dieux, César décide de tester Astérix et Obélix, qui se feront les ambassadeurs du village en leur proposant les 12 travaux d'Hercule revisités à la sauce 50 avant Jésus-Christ. S'ensuit le gros dawa. Alors, on a déjà vu que le film avait pas peur de briser le 4e mur, ça vous étonnera pas d'entendre que Goscinny et son co-auteur Pierre Tchernia ont bien poussé les curseurs de l'humour dans ce dessin animé. Et on retrouvera pêle-mêle des Grecs fusées, des bimbo-clones qui twerk, des Égyptiens hypnotiseurs, des horreurs Lovecraftiennes, du vrai-faux placement de produits, un caméo d'Oom Papa le Peau Rouge et un autre de Donald Duck. Mais malheureusement pas d'idée fixe, un comble pour une production d'un studio qui porte son nom. Oui, bien sûr que je fais exprès de décrire n'importe comment, mais j'ai pas vraiment besoin de faire d'efforts. Toutes ces séquences sont devenues cultes et vous les connaissez toutes par cœur. Mention spéciale, bien entendu, à La Maison qui rend fou, qui manifestement a modelé ma dernière entreprise et qui, en me forçant à fuir avant que je devienne dingue moi-même, m'a fait renoncer à mes indemnités chômage. Cœur sur vous, mes collègues qui sont restés. Ceci étant dit, le scénario introduit des éléments qu'on ne retrouvera pratiquement plus jamais dans le reste de l'œuvre. Dans les BD, on se retrouve souvent avec des situations de gens normaux perturbés par nos Gaulois, et le seul élément surnaturel de la série, la potion magique. Dans les 12 travaux, le surnaturel est partout. Les hypnotiseurs, les fantômes, les athlètes surpuissants sans potion, et bien entendu, l'antre de la bête.
Tous ces éléments rajoutent un équilibrage des forces contre nos héros qui doivent parfois gagner avec d'autres armes que la force brute. Et ceci entraîne une autre conséquence, très absente des bandes dessinées. On a vraiment l'impression que les héros, pour une fois, peuvent perdre. Obélix se fait malmener par Cylindrique le Germain, il manque de perdre la boule dans la maison qui rend fou, Astérix manque de tomber plusieurs fois dans la montée du sommet, techniquement ils ratent tous les deux l'épreuve du fil, il y a vraiment de l'adversité pour les héros dans ce dessin animé. Et en contrepartie, les épreuves sont parfois résolues d'une manière surprenante, comme quand Obélix brise l'envoûtement de l'île du plaisir en retournant la libération des femmes contre elle, et ce malgré lui, ce qui permet de conserver une bonne dose d'humour qui est toujours incisif dans un dessin animé cinquantenaire, qui va des classiques de la série comme Abracurcix qui se fait lâcher par ses porteurs. Oui, écartez-vous tous, laissez-nous seuls. Des trucs bêtes comme Obélix qui suit la façon de marcher de Caius Pupus. Et vous voyez, même à l'édition, on en découvre encore des choses, parce que j'avais remarqué qu'Obélix avait la bouche ouverte béante comme ça, comme un gros teubé, qu'il est. Ou bien de la satire bien plus acerbe sur l'administration ou la publicité. Mademoiselle! Vous voyez pas que je suis occupée? Où en étais-je? La situation de ton mari. Pour ce qui est de la réalisation, on a déjà vu qu'une attention avait été apportée au graphisme, et même si on retrouve quelques raccourcis de facilité que seules les superproductions Disney s'interdisaient, l'ensemble est bien au-dessus d'Astérix et Cléopâtre. Le casting principal reste le même, avec Roger Carrel et Jacques Morel plus au centre du jeu que jamais, en double dose pour Roger Carrel puisqu'il double également Caius Pupus dans ce qui est une des performances les plus mémorables de sa carrière. C'est ça. Ce regard du dédain, parce que j'avais jamais reconnu que c'était Roger Carrel. Le reste de la distribution est repris des dessins animés précédents, avec notamment Pierre Tornade, Micheline Dax, Bernard Lavalette et Gérard Hernandez, et il n'y a pas une fausse note. Les chansons d'Astérix et Cléopâtre sont retirées, même si des séquences musicales sont conservées. Et leur caractère entraînant ajoute de l'énergie à un dessin animé qui en déborde déjà. La conclusion, à savoir tout ce qui se passe dès que le village arrive à Rome, est une apothéose. Il y a de l'énergie, de l'humour, de l'absurde, de l'intensité, une animation travaillée et un César exaspéré qui jette l'éponge, alors que curieusement dans la BD, il réagit différemment à la même situation, à savoir dans Astérix Gladiateur, qui sera, fait intéressant, la prochaine BD à être adaptée en dessin animé. Et tout cet ensemble fait qu'à mon sens, il n'y a quasiment pas d'erreur dans les 12 travaux d'Astérix. Les deux seuls auxquels je pense, c'est quand j'exagère sur le micro-rôle de Cléopâtre. Tu es une cuisinière exceptionnelle. Oh, ma Cléopâtre. Cancel culturisé. Allez hop, ça dégage. Et ça déjà, c'était pousser le bouchon trop loin, et je dirais ma frustration de pas avoir toutes les musiques du dessin animé disponibles sur le CD officiel. Mais c'est pas un écueil à faire au film, ça. Il est toujours drôle, toujours beau, toujours percutant, et toujours unique. Facilement et de très loin en première position jusqu'à maintenant. Peut-être même encore meilleur qu'il y a 10 ans, parce qu'à l'époque, je voyais pas ce rééquilibrage des forces avec le surnaturel. Donc sa troisième position d'il y a 10 ans, elle a une chance d'être challengée. Le film étant son propre matériel source, il s'est redécliné par la suite en version papier. Le plus connu étant le roman avec des images telles que le faisait Disney avec ses grands classiques, et le fait toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Mais on peut également retrouver une version beaucoup plus rare de la BD qui a été reconstituée à partir du film, qui est un objet de collectionneur, mais qui, bien entendu, ne change pas grand-chose au schmilblick, mis à part quelques détails près. Par exemple, si on prend cette planche, on peut constater que la grande prêtresse s'agace du fait qu'Obélix lui demande à manger, alors que dans le film, elle ne fait que s'étonner, dans un premier temps. Que désires-tu, beau guerrier? Manger. Manger? En l'état, c'est une sacrée performance pour l'un des deux seuls films du studio Idéfix, et puisqu'il succombera peu après, les spectateurs devront quasiment attendre 10 ans pour les prochaines aventures de leur Gaulois préféré sur grand écran, qui viendront en 1985 et 86 avec un duo assez intéressant qu'on verra la prochaine fois. Mais pour détrôner les 12 travaux, la tâche va être compliquée, voire même herculéenne.